Donc voilà, donc on a déjà bien commencé à discuter des problèmes juridiques. Je vais reprendre un petit peu ça en essayant de simplifier, d'expliquer comment le droit est arrivé à s'intéresser à l'IA, ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on a en préparation pour demain, du point de vue du droit. Alors, vous le savez, le droit avance à son rythme, c'est-à-dire assez lentement, et la technologie et les techniciens vont, eux, le plus vite possible, sans mauvaise intention, et du coup, souvent, il y a une différence entre les deux. C'est ce qui s'est passé, et en fait, on a rencontré des problèmes juridiques avant même qu'ils soient réfléchis dans les textes de loi. Je vais vous en présenter. Ça marche. Okay. Alors, je vais présenter deux. Il y en a trois ici. J'ai passé celui du milieu, où on a réalisé vraiment un flagrant délit de discrimination, ou en tout cas de discrimination apparente, dans les logiciels de système d'IA. Le plus gros exemple qu'on ait, et qui a vraiment réveillé toute la communauté juridique sur le fait que les systèmes d'IA posent des risques juridiques réellement, c'est l'exemple de Compass. Compass, c'est un logiciel utilisé aux États-Unis. L'idée, c'est de prédire le risque de récidive d'une personne qui a commis une infraction. On se dit, ok, elle vient de cambrioler une banque, quelle est la chance qu'elle puisse recommencer ce genre de délit? L'idée derrière tout ça, c'était d'aider les juges, comme ça quand on arrête la personne, est-ce qu'on la laisse en liberté le temps de la procédure judiciaire, ou est-ce qu'on la met en prison le temps que le juge rende une décision, pour éviter le risque de récidive, pour un meurtre, que la personne ne profite pas du temps du tribunal pour recondamner quelqu'un, et au moment où elle est condamnée, est-ce qu'on lui donne de la prison avec sursis, ou de la prison ferme. Et c'était utilisé, et c'est toujours utilisé d'ailleurs, malgré ce que je vais vous raconter, mais des journalistes en 2016 ont réalisé que l'outil était extrêmement discriminant envers la population afro-américaine. En réalité, l'outil était déjà assez peu précis. Il avait une trentaine de pourcentage de chances de se tromper sur sa prédiction. L'idée, c'est un score, c'est-à-dire ça va de 0 à 10, plus vous êtes haut, plus vous avez des chances de récidiver à l'avenir, et plus vous êtes bas, moins vous avez de chances. Et l'algorithme se trompait à 30%, autant pour les blancs que pour les noirs, je vais le dire clairement. Mais en fait, on s'est rendu compte que quand il se trompait pour les personnes blanches, c'était à leur avantage, en les sous-estimant, et quand il se trompait pour les personnes noires, c'était en les surestimant. Et du coup, on s'est rendu compte, en fait, et alors la question c'est pourquoi? Alors je reviens à l'exemple de Laurent, ce sont les données. Ça surprendra personne. Les données qui ont été utilisées étaient celles de la police américaine, et étaient basées non pas sur les gens qui ont commis une infraction, mais les gens qui ont été arrêtés et qui ont leur nom dans les services de police. Personne n'est surpris au vu des événements qui se passent aux États-Unis. Il y avait énormément de personnes afro-américaines qui étaient dans les bases de données, beaucoup plus que de personnes blanches. Les données n'étaient pas du tout représentatives, et l'algorithme a tiré les corrélations de cette surreprésentation en considérant qu'il y avait plus de chances. Alors c'est pas noir-blanc aussi simplement, il y a 140 critères, mais en fait, indirectement, il a reconnu que certaines tendances étaient plus à risque que d'autres. Ça a été dévoilé en 2016, c'est toujours utilisé aujourd'hui dans certains États des États-Unis. On ne sait pas à quel point les juges lui font confiance, c'est toujours utilisé, et malheureusement, ça n'a pas été ouvert, rendu transparent, parce que on a posé le secret d'affaires, c'est-à-dire, comme c'est un logiciel privé, on ne veut pas dévoiler la propriété intellectuelle au public. C'est bien pratique quand même. Et donc c'est vraiment le scandale qui a réveillé tout le monde. On s'est rendu compte que la justice, donc un secteur qui est vraiment proche du droit, pouvait être corrompu, ou les aides à la décision étaient peut-être pas si utiles que ça. Mais ça, c'est une erreur qui est assez grossière. Honnêtement, maintenant, avec toute la discussion qu'on a sur les biais, etc., on peut beaucoup plus s'en rendre compte. Mais il y a eu des cas de discrimination qui étaient beaucoup plus subtils que ça. Je vais prendre le cas ici de Street Bump. C'est une application qui avait pour but d'optimiser la répartition du budget dans la ville de Boston pour l'état des routes. Alors comment ça s'est passé? Ils ont sorti une application. Chaque habitant de Boston pouvait l'installer sur son smartphone.
il y avait un détecteur de vitesse, et à chaque fois que la personne freinait en voiture, ça envoyait un signal. Ensuite, on regardait une carte de tous les signalements envoyés par les individus, et on se disait, est-ce que le signalement est justifié par les panneaux, un stop par exemple? Si oui, pas de souci. Si c'est pas justifié, c'est qu'il y a probablement un incident sur la route, un nid de poule, une bosse, etc., quelque chose à réparer. Et donc, en fonction de là où étaient les points, comme ça, on dit, on met plus de budget dans ce quartier-là, ce quartier-là, ce quartier-là, etc. Le projet allait être lancé et le budget allait être réparti quand un des ingénieurs qui développait l'outil s'est dit, mais c'est bizarre quand même. Les quartiers les plus cassés, les routes les moins bon état, c'est les quartiers les plus riches. Alors pourquoi pas, mais c'est quand même assez paradoxal. Donc il est allé essayer de comprendre pourquoi, et il s'est rendu compte qu'en fait les téléphones portables à bas prix n'avaient pas de quoi détecter la vitesse quand ils se déplaçaient. Et du coup en fait les personnes qui avaient l'application mais qui n'avaient pas le budget pour des téléphones haut de gamme ne pouvaient juste pas envoyer de signalement, et du coup la base de données en fait était faussée alors qu'elle était pensée au départ de manière très simple. En fait, la manière dont on a collecté les données a biaisé les données en fait. Donc heureusement que des gens étaient au courant et ont annulé avant la répartition du budget, parce que sinon les routes les plus riches étaient mieux entretenues et les autres étaient condamnés à avoir des routes catastrophiques. Donc c'est pour montrer que les biais ça peut être très clair, des grosses erreurs comme celle-ci, ou assez subtil, et ça demande donc une vigilance et une formation des gens qui conçoivent assez poussée, justement pour avoir ces petits déclics et ce bon sens dont parlait Laurent, qui est non mais là, il y a quelque chose de cloche, il faut aller vérifier si on n'est pas en train de faire une erreur. Je vais rappeler juridiquement ce qu'est une discrimination, parce que c'est un mot qu'on utilise souvent, mais il y a une vraie définition juridique qui est posée. Une discrimination, c'est distinguer de façon défavorable une personne en fonction d'un des critères qui sont listés là. Donc il y en a énormément, il y en a une trentaine je crois. Donc origine, vous voyez, situation familiale, l'âge, les opinions politiques, activité syndicale. Et si cette distinction n'est pas justifiée de manière objective, alors c'est une discrimination. Donc dans les ce que je vous ai montré, discriminer selon la couleur de peau, c'est clairement une discrimination. Mais ça, c'est une discrimination qui est très humaine, c'est-à-dire le videur arrive, il vous voit, le videur dans un bar ou une boîte de nuit, il vous voit, il n'aime pas les personnes par exemple, d'origine asiatique, il vous recale, et sinon ça va. Et ça, c'est très classique. Les systèmes de recommandation par intelligence artificielle, c'est plus subtil. Même si on supprime la donnée qui est discriminante, il va le retrouver indirectement par des données qui apparaissent neutres, et en fait, une fois qu'on les met ensemble, on se rend compte que on peut retrouver le genre, la race, etc. Enfin, l'origine raciale, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination indirecte. C'est l'idée qu'on prend un critère qui n'est pas discriminant au départ, mais en fait, indirectement, il va impacter plus défavorablement une communauté de personnes qu'une autre. L'exemple typique, c'est la localisation. Si vous recrutez quelqu'un dans Paris et que vous dites par contre je ne recrute que les gens qui sont dans le code postal 75 000 et autres, et que vous écartez la banlieue, vous allez indirectement écarter plus fréquemment les personnes qui ont des revenus faibles que les personnes qui ont des revenus élevés et qui ont les moyens de se payer un logement dans les quartiers les plus chers. Donc au départ, l'endroit où on habite, ça paraît neutre, mais en réalité, c'est très corrélé avec notre revenu, notre appartenance, ça peut être politique, ethnique, etc. Donc il faut aussi se méfier de ça, c'est-à-dire que la différence ici, c'est qu'on regarde le résultat. Peu importe ce qu'on a pris comme critère, est-ce que le résultat n'est pas trop désavantageux? Par exemple, le cas qu'on a classiquement, c'est si je vise les temps partiels, exemple parfait, la réforme des retraites, en fait, je me rends compte que si je défavorise les temps partiels, eh bien en fait, je défavorise plus généralement les femmes, qui sont plus souvent à temps partiel que les hommes. Et donc là, indirectement, en fait, je défavorise considérablement les gens. Et c'est souvent ce cas-là qu'on va avoir pour les algorithmes. Et donc là, on a eu des cas, ça rentrait dans des cases juridiques, on s'est dit, il est temps de voir ce qu'on a comme outil, en fait, pour se défendre de cela. On a 2 lois en France qui permettent de
encadrer un petit peu les systèmes de décision. La première, c'est la loi informatique et liberté, qui gère en fait toutes les données personnelles et un petit peu la manière dont elles sont traitées par des systèmes d'IA. Et en gros, cette loi interdit le fait qu'on prenne des décisions à notre encontre, dès lors qu'elles sont graves, et qu'il n'y a pas d'humain dans la boucle. Il y a des exceptions à cela, notamment les calculs des impôts, Parcoursup par exemple, etc. Mais globalement, on ne peut pas faire ça, à part 3 conditions. Évidemment, on est en droit, il y a toujours d'exceptions au principe. Si vous êtes d'accord, vous consentez au fait qu'une machine vous traite votre information, vous dites oui, à partir de là c'est bon. Ou par exemple, vous signez un contrat qui implique, donc si vous consentez, ou exception nationale, qui est la deuxième loi, c'est... alors, je passe. Donc on a le RGPD, en effet, donc peut-être j'entends certains de vous le dire, donc vous connaissez, c'est un grand règlement européen sur les données personnelles. Lui, en plus de restreindre le nombre de cas où on peut utiliser des algorithmes sur vous, il offre des informations. Il oblige les gens qui utilisent ces systèmes à vous dire, là il y a un système. Là, ça ne va pas être traité par des humains, ça va être traité par un système seul, et vous devez le savoir, et on va vous dire à peu près comment ça fonctionne, et à quel point sa décision est importante pour votre cas à vous. Par exemple, là, le système va décider si oui ou non vous avez des aides, des allocations de logement, par exemple. Et on doit vous le dire. Comme ça, vous êtes conscient si oui ou non le système a de l'importance pour votre vie à vous, en termes d'impact, et que c'est bien un système et que c'est pas un agent public, par exemple, qui va l'utiliser. Et on a en France une particularité, on a une loi pour les décisions administratives. Il se trouve que les décisions administratives en France ne peuvent pas être restreintes par la première loi que je vous ai dit. On a une nouvelle loi en 2016, la loi pour une république numérique, qui dit non mais pour les décisions administratives, l'État peut le faire. Par contre, il doit respecter certaines garanties. Il doit déjà informer les gens que c'est une machine qui traite leur dossier, mais il doit publier le code de leur algorithme. Il doit mettre en ligne pour que des gens qui soient plus compétents que la plupart des personnes, Laurent ou d'autres informaticiens, puissent aller voir ce qui se passe et expliquer ensuite aux autres réellement comment ça fonctionne. Donc il doit être transparent à ce niveau-là. Et ensuite, à la personne, il doit lui dire oui, il y a un algorithme, et voici les critères qu'il prend en compte pour te juger toi. De manière à ce qu'on puisse comprendre indirectement pourquoi j'ai été refusé, par exemple. Ça, évidemment, c'est de la théorie. Si certains d'entre vous ont des enfants qui ont eu Parcoursup, ou qui connaissent des gens qui ont passé Parcoursup, c'est encore différent. C'est encore une exception à l'exception. On y reviendra, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Mais en théorie, tous les algorithmes utilisés sur vous par l'administration sont rendus publics et peuvent être analysés par des spécialistes. Et vous pouvez demander les critères sur lesquels vous avez été sélectionné. Pourquoi vous n'avez pas eu cette aide-là? Pourquoi vous vous a refusé ce droit ici? Etc. etc. L'idée, c'est de rendre transparent pour rééquilibrer le rapport de force qui, avant, était catastrophique. C'est-à-dire, vous êtes vous, sans forcément de compétences informatiques. En face, il y a une machine hyper obscure, hyper complexe. On vous refuse. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas à qui vous adresser si jamais vous voulez contester. C'est très froid et ça éloigne tout pouvoir de l'administré. Et là, on essaye de rééquilibrer, de donner un peu de connaissances, que les gens puissent s'aider entre eux pour essayer de comprendre ce qui se passe maintenant qu'il n'y a plus d'humains. Cette information qui peut vous être donnée, si vous le demandez, donc c'est à vous d'aller demander quand vous communiquez de l'information sur ce système. Vous avez ce qu'on appelle le degré, le mode de contribution. En fait, c'est dans tout le processus de décision quand intervient la machine. Est-ce qu'il prend 50% de décision sur vous? Est-ce qu'il vous analyse et il donne votre profil à quelqu'un qui ensuite prend une décision sur vous? Comment ça fonctionne en fait? Quelle est sa place? Est-ce que c'est lui tout seul qui prend une décision sur vous? Est-ce qu'il y a un humain? À quel moment est l'humain? C'est ça dont on vous informe. Ensuite, on vous donne les données traitées. Ce n'est pas les données d'entraînement dont parlait Laurent, c'est les données qu'on a rentrées dans le système. Par exemple, on a utilisé pour cette décision les données de santé que vous avez fournies à la sécurité sociale. Comme ça, vous pouvez vous dire « Ah oui, mais elles ne sont pas à jour,
Donc il y a peut-être une erreur dans la décision finale. C'est pour vous avoir conscience de quelles informations sur vous ont été utilisées au départ. Et si jamais il y a une erreur, ben, ça vous met la puce à l'oreille. Ah oui, je vous ai dit que vous aviez 64 ans, en fait vous en avez 50. Bon, mais ça peut être joué sur la décision finale. Je vais corriger mes informations et redemander une nouvelle évaluation. Donc l'idée c'est d'être conscient que peut-être on a mis des données fausses à votre place en fait. Ensuite ici on a les paramètres de traitement, ça c'est les critères en fait. Et ensuite les coefficients. Votre âge rentre en compte pour 0,2 pour 20% de la décision. Ensuite c'est votre consommation d'électricité par exemple, je dis n'importe quoi, pour 12%. Et on vous liste les coefficients de chaque critère, comme ça vous pouvez vous faire une idée de ce pourquoi on vous a refusé ou accepté. Mais ça reste très compliqué. Laurent en a parlé, c'est facile quand il y a deux critères. Quand il y en a 10 000, c'est très compliqué de comprendre quel critère a fait défaut. Donc le droit est là en théorie. En pratique, c'est très dur d'avoir une véritable compréhension de ce qui se passe derrière, même pour des spécialistes. Et ensuite, le quatrièmement, c'est juste le processus décisionnel qui est fait sur vous, où sont récoltées les données, comment elles sont traitées, etc. C'est plus objectif. Et donc là, on se rend compte, je ne sais pas si vous réalisez, c'est pas vraiment adapté au système d'IA. C'est très basique. On parle de décisions faciles, avec des critères faciles. Ça marche pas très bien. Et c'est pour ça que je vais rapidement présenter les réponses qui se préparent. On n'est pas sur des textes qui sont votés. On est sur des textes qui sont en train d'être réfléchis au niveau européen et qui viennent adapter, combler, ou essayer de combler toutes les lacunes qui sont pour l'instant présentes dans le droit. L'idée, c'est à la fois de protéger les individus, mais je vais être honnête, c'est aussi de permettre le marché de vente des systèmes d'IA en Europe. Donc il y a aussi une volonté économique derrière, évidemment, mais on veut aider à développer l'économie européenne sur l'IA, tout en s'assurant qu'on va protéger réellement les individus qui subissent les décisions. Le premier texte qu'on a, c'est le règlement sur les systèmes d'IA. Donc il porte bien son nom. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans le détail. L'idée principale, c'est de certifier certains systèmes qui sont très risqués pour l'individu. Certifier, c'est très simple. C'est la norme CE, c'est le petit CE que vous avez sur la nourriture, par exemple. C'est exactement pareil. L'idée, c'est de dire, ces systèmes d'IA qui sont très risqués, ils ne peuvent pas être utilisés en Europe s'ils n'ont pas le petit label CE qui garantit une certaine qualité de fonctionnement. Par exemple, une réduction de niveau des biais, un travail sur la transparence. Ils sont assez performants car ils ne font pas n'importe quoi. Donc on met des barrières de qualité à l'entrée du marché européen. Comme ça, les Européens qui sont concernés sont garantis d'avoir des systèmes d'IA de un peu meilleure qualité que chez les voisins, par exemple. Et notamment, on ne voit pas arriver des systèmes comme aux États-Unis directement en France. Ils seraient refusés à l'entrée, en fait. Ils ne pourraient pas être commercialisés. Alors, ce règlement, en fait, il met 4 catégories de systèmes d'IA. Il y a ceux qui vont être interdits complètement. C'est-à-dire, c'est pas parce que le droit encadre qu'il va autoriser n'importe quelle utilisation. On a des systèmes qui sont juste interdits. Peu importe s'ils sont performants ou pas, ce ne sera pas utilisé. On a ceux à risque élevé qui sont encadrés. On en a d'autres qui sont pas très risqués d'un point de vue des droits et des libertés, mais qui posent quand même des problèmes. Par exemple, ChatGPT. Ou, pour ceux qui ont vu, les Midjourney, donc les systèmes d'IA qui génèrent des images et des peintures, etc. Ou des deepfakes, ceux qui modifient le visage, etc. Les dommages ne sont pas forcément tout le temps énormes, mais c'est quand même un problème particulier qu'il faut régler. Et c'est cela. Et ensuite, on a les autres qui, eux, sont en libre circulation, en fait, complètement. Je fais rapidement. Donc, parmi les risques inacceptables, vous voyez, par exemple, tout ce qui est manipulation des individus. L'idée, par exemple, c'est je repère que vous avez un profil d'addict au jeu, par exemple en ligne, au pari. Je vais vous donner des pubs pour faire des emprunts à la consommation pour parier. Ou je vais vous relancer, ça fait 10 jours que vous n'êtes pas venu. Venez parier, c'est vachement bien. Ce genre de manipulation-là sera interdite. On ne peut pas utiliser un système d'IA pour manipuler les gens sur leurs faiblesses, sur des caractéristiques, etc. C'est parce que là, on arrive à un niveau où, pour l'individu, c'est inconscient,
Alors pour le système d'IA, c'est assez facile. La grande question, c'est quelle différence avec le marketing? Voilà, je n'ai pas du tout la réponse. Ça va être très très difficile de faire la différence, honnêtement. Et d'ailleurs, c'est très critiqué parce que c'est très flou comme utilisation interdite, ces deux-là. Ensuite, ici, on a la notation sociale. Peut-être que certains d'entre vous ont vu le crédit social en Chine, donc qui note de manière générale tous les individus, etc., sur plein de critères. Alors, l'idée, c'est que c'est interdit. On ne peut pas prendre une notation globale en Europe, et on ne peut pas dire parce que vous traversez au feu rouge, votre prêt a un intérêt plus élevé que les autres. Il faut que les conséquences soient à peu près liées quand même à l'endroit où vous êtes noté, sinon ça n'a pas de sens. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être noté. On est déjà tous notés avec des scores à la banque. Il y a un score, on vous dit, Madame Dupont, vous êtes solvable à un score de 89. Du coup, votre intérêt sera plus élevé sur votre prêt que Monsieur Michel qui a 38. Et ça, ils prennent plein de données sur vous, ils font un profil et ils estiment la prédiction de chance que vous avez de ne pas rembourser votre prêt. Et c'est exactement pareil pour l'assurance vie ou pour la santé. On prédit le risque que vous avez de maladie, et plus il est élevé, et plus vous payerez cher. Donc ça, c'est encore autorisé malheureusement, parce qu'on n'est pas sur une notation globale, on est sur une notation qui est locale et, entre guillemets, adaptée. Et ensuite, et j'ai entendu parler de ça au début, avant que ça commence, l'identification biométrique. C'est la reconnaissance faciale, notamment. Et on a la magnifique loi pour la sécurité globale et les Jeux Olympiques qui prévoit ce genre de choses. Alors, l'interdiction, elle est très précise. On ne peut pas le faire à distance, c'est-à-dire depuis un ordinateur et des locaux loin, et en temps réel. C'est-à-dire que l'idée qu'on voit de la caméra tourne et en direct, on identifie tous les gens qui passent devant la caméra, ça c'est interdit. On ne peut pas faire ça. Par contre, rien n'interdit ensuite de prendre une partie de l'enregistrement et de le faire passer à l'identification. On se dit, par exemple, on sait qu'il s'est passé quelque chose entre minuit et 3h du matin. On isole uniquement cette bande et là, on identifie les gens qui sont dessus. Alors, vous avez vu, spécialité du droit, petit astérix ici. Parce qu'il y a des exceptions, en fait. Notamment, la police a beaucoup d'exceptions pour lui permettre d'utiliser ça en temps réel. Donc, c'est exactement comme les paquets. Vous avez les petites lignes de conditions à lire. Mais la police a beaucoup d'autorisations. Je ne vais pas aller en détail. Mais la police pourra utiliser quand même en temps réel l'identification pour des enquêtes, pour des crimes, etc. Je vous laisse après juge à quel point c'est bien ou pas. Je passe rapidement sur les systèmes d'IA à risque élevé. Donc c'est ceux qui ont les contraintes de biais, de transparence, de performance au niveau européen. Il y a deux possibilités rapidement. Soit le système d'IA est utilisé dans un outil qui est déjà réglementé lourdement, par exemple le matériel de santé. Pour ceux qui travaillent en santé, vous savez que les appareils que vous utilisez sont énormément réglementés. Et du coup, par défaut, si on tombe sur un secteur comme ça, notamment les transports, la voiture, etc., il faudra respecter les problèmes de biais, forcément. Mais ensuite, on rajoute des secteurs qu'on appelle les secteurs critiques, qui, si on utilise à l'intérieur, devront respecter des normes de qualité. Par exemple, si la police utilise des choses, il faudra s'assurer que la police n'a pas un système qui discrimine les femmes par rapport aux hommes. On va vérifier que le taux de biais est acceptable, que c'est pas trop, il n'y a pas trop d'erreurs, que c'est assez transparent pour qu'on comprenne ce qui se passe, etc. Là, vous avez les secteurs. Probablement que certains d'entre vous travaillent dans ces secteurs-là. On parlait des RH ici, ils sont prévus. Pour ceux qui travaillent dans l'enseignement, c'est aussi possible. Parcoursup tombe là-dedans, par exemple. Pour ceux qui travaillent dans la justice, on parlait de la prédiction de récidive, on est aussi compris dedans. La gestion d'asile, c'est déjà le cas. Il y a déjà des outils qui essaient de prédire l'âge de la personne qui vient immigrer avec une radio des dents. Parce que parfois, quand ils ne parlent pas français et qu'on n'a pas confiance, on fait des radios des dents. En fonction de la radio des dents, automatiquement, on peut estimer l'âge. Parce que, comme c'est... Alors, des gens peuvent le faire, mais problème de moyens, c'est plus simple de l'automatiser. Mais ça, on va quand même vérifier que ça marche très bien, surtout qu'en médecine, certains d'entre vous font de la médecine, vous savez qu'il y a pas mal de biais et que souvent on a tendance à apprendre des pathologies sur seulement des groupes d'individus fixés. Et les pathologies peuvent varier selon la couleur de peau, l'origine, etc. Donc il faudra être vigilant, évidemment, d'avoir des systèmes de qualité dans ces fonctions-là.
Ceci dit, s'il y a des exigences de qualité, ça veut dire qu'elles sont toutes autorisées, l'utilisation. Dans tous ces secteurs, vous allez voir apparaître, dans les prochaines années, énormément d'outils qui vont être utilisés. Ensuite, on a les risques spécifiques dont je vous parlais. Par exemple, ChatGPT. Laurent parlait du fait qu'on va avoir du mal à dissocier si on parle à un humain ou si on parle à ChatGPT. Pour le coup, au niveau européen, le législateur a bien compris ça et impose à celui qui conçoit le système que lorsque ce système communique avec un humain, ils lui disent « Je suis un système d'IA, vous ne parlez pas à quelqu'un en fait ». Parce qu'en effet, si on commence à discuter aussi bien que les humains, voire mieux, il faut évidemment pas qu'on nous mente et qu'on nous fasse croire qu'on discute avec un agent qui nous suit, et en fait, c'est juste une machine qui nous parle. Donc, pour garder cette transparence et éviter ce mensonge, on va obliger la machine à se déclarer comme machine, en fait. Pour la reconnaissance faciale, on va obliger à expliquer comment fonctionne le système pour être sûr qu'il ne fait pas n'importe quoi. Et pour les systèmes qui font du deepfake ou qui génèrent des images artificiellement, ils sont obligés de mettre sur l'image, de façon numérique, que ce n'est pas créé par un humain. Peut-être certains ont vu d'entre vous, mais il y a quelques mois, un système d'IA a gagné un concours d'art en générant une image. Il a été présenté sans qu'on dise que c'est un système informatique qui l'a fait, et il a gagné le concours d'art sur Internet. Donc, alors c'est un petit sensationnaliste, mais l'idée c'est que maintenant, ce genre d'image doit être signalé comme créé par un ordinateur. C'est un petit label Made in Human et Made in AI pour éviter justement ce genre de choses. 2 rapides règlements, mais je ne rentre pas plus dans le détail. Beaucoup de choses doivent être changées. La responsabilité notamment. Là, on parlait de la conception, mais vous, si vous subissez un dommage, il faut pouvoir obtenir une réparation. Si le système d'IA fonctionne mal et se plante, comment on obtient une réparation? Et donc, il y a plein de petits changements dans la loi qui doivent être faits pour vous aider, vous, à avoir une réparation. Donc, des changements de notions. Est-ce que ça marche pour ce genre de préjudice, etc., etc. Donc, c'est en train de réfléchir, on est en train d'essayer de changer les choses. Et ensuite, on a aussi également de nouveaux textes sur les grandes plateformes YouTube, Google, etc., pour essayer d'améliorer leur légalité. Parce que pour l'instant, c'est pas incroyable. Notamment le fait qu'elles collaborent avec les autorités. S'il y a un contenu qui est illégal, il faut qu'elles le retirent très rapidement quand une autorité leur demande. Il faut aussi qu'elles soient conscientes des risques plus globaux. Par exemple, même si c'est pas leur faute, notamment la propagation de fake news. En effet, c'est pas leur faute, ils sont pour rien si des gens propagent des fake news, mais le droit s'intéresse au fait qu'elles doivent tenter de modifier leur système pour réduire cette propagation. Et vous aviez vu des initiatives d'entreprises comme ça, Twitter par exemple, sous certains tweets, met un petit bandeau d'avertissement en disant « Il est possible que ce soit pas totalement vrai, veuillez vérifier la source ». C'est notamment ce qui est arrivé à l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, où il y avait des petits bandeaux en dessous pour dire attention, c'est pas sûr ce qu'il raconte. Donc c'était une initiative personnelle, ce qui est compliqué parce que c'est pas forcément, mais on en reparlera peut-être, à ces plateformes de gérer ça. Mais là, on leur demande de vérifier au moins ce genre de choses. Est-ce que la manière dont est fait de la plateforme ne renforce pas les fake news? C'est pas leur faute, mais faites-y attention quand même. Donc il y a plein de textes en fait qui commencent à sortir pour s'adapter au numérique et à l'évolution que l'IA porte au droit. Donc aujourd'hui, c'est tout neuf, donc je ne peux pas vous confirmer quoi que ce soit. Les textes sont encore en train d'évoluer, en discussion, etc. Mais sachez que le droit s'empare de la question avec des textes spécifiques à l'IA et essaye tant bien que mal de répondre aux problématiques. Voilà. C'est bizarre. Oui, moi j'ai... Oui. Merci. J'ai une question qui est à l'interface entre les deux parties et qui était abordée dans la dernière question tout à l'heure. À savoir que j'ai retenu qu'avec l'IA, on sait bien faire, on actualise les connaissances un petit peu dominantes. Donc ça, c'est un... Et malgré quelques biais, c'est plutôt positif. Mais quand on se met dans le contexte actuel, avec les grands enjeux qu'il y a environnementaux et tout,
Ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas simplement changer, évoluer. C'est qu'il faut, comme on dit maintenant, il faut bifurquer, quoi. C'est des changements radicaux. Alors, est-ce que finalement, l'IA est intéressante pour faire l'état de l'art sur ce qui se fait, tout ça, l'état des connaissances? Mais est-ce que c'est pas complètement à côté de la plaque, je suis provocateur, par rapport à l'ampleur, pour nous guider sur l'ampleur des changements qu'il faudrait faire, quoi? Alors, je commence à répondre, tu prends le relais si tu veux. Alors, à titre personnel, donc ce n'est pas lié à la recherche, je suis complètement d'accord, l'IA est clairement pensée souvent de manière d'optimiser et de renforcer la direction dans laquelle on va. On va plus vite, mais on va quand même toujours dans la même direction. Et peut-être dans le mur. Voilà, après ça dépend des gens, mais évidemment, l'idée évidemment c'est de produire plus avec des systèmes, etc. C'est pas forcément d'améliorer les conditions. L'environnement, par exemple, ce n'est pas du tout un critère à prendre en compte dans la création de systèmes d'IA. Le fait que gérer les données, etc., consomme beaucoup, et qu'il serait bien de réduire la consommation à la manière dont on crée le système, c'est pas du tout pris en compte par le droit européen à l'heure actuelle. Après, évidemment, c'est titre personnel, mais l'IA, après, selon moi, c'est un outil, on l'utilise comme on veut, et il se trouve que le système dans lequel on est l'utilise pour aller dans la direction dont il souhaite aller. Mais c'est pas l'IA qui va apporter un changement structurel, ou en tout cas, ça dépend de qui le conçoit. Mais là, je pense pas que ce soit un outil de renversement structurel, en effet. Juste une petite remarque, voilà. Juste, clairement, voilà, ça reste des outils pour faire de la prédiction. Voilà. L'enjeu environnemental commence à être un petit peu discuté. Voilà. C'est juste dire, jusque-là, enfin, les trucs là que je vous ai montrés, c'est atroce. C'est la consommation de Toulouse une semaine. Enfin, c'est une horreur absolue, quoi. C'est des questions qui commencent à être discutées. Voilà. Mais aujourd'hui, elles se posent quand même. Voilà. C'est ça, on en est loin. C'est la question de la consommation faisait partie justement des questions intéressantes, puisque vous avez votre collègue de Grenoble, Romain Couillet, qui appelle au démantèlement du numérique et qui pose la question de finalement, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde l'essentiel, le non essentiel? Il prône même l'idée de ne pas garder l'essentiel parce que ça nous rend beaucoup trop dépendants de la technologie. Et que par rapport aux problèmes écologiques, environnementaux, il est nécessaire d'être plus indépendant justement par rapport à ça. Moi, j'avais une deuxième question que je voulais poser. Donc, on parle de cette technologie de l'IA, mais qui est quand même très occidentale. Donc on a quand même une partie du monde qui ne sera pas incluse, qui n'est pas incluse là-dedans. On parlait de normes. Les normes, c'est quand même celles d'ici, c'est pas celles des pays du Sud. Ça pose une question aussi de développement. Ça pose la question effectivement de qu'est-ce qu'on fait de tous ces outils et de quelle manière on pourrait s'en servir dans les pays pauvres. J'ai vu l'autre jour un reportage où il y avait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire une médecin qui était dans un pays africain et qui se posait la question dans les dispensaires, parce qu'il n'y a pas assez de soignants, de quelle manière on pouvait apporter une réponse aux maladies locales, et beaucoup des maladies infantiles. Donc elle s'est servie de l'IA pour créer justement une analyse par rapport aux données et de dire, voilà, en gros, quand vous avez tel symptôme, c'est ça qu'il faut apporter avec les médicaments que j'ai localement. Sauf que ça s'est avéré très performant, ça a bien fonctionné, sauf qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, technologiquement, les machines, les tablettes, au bout de 6 mois, ne fonctionnaient plus à cause du climat, de l'humidité, etc. Donc, la réponse technologique n'était plus valable. Et qu'ils avaient perturbé tout l'écosystème parce que finalement, ils avaient fait espérer aux gens des guérisons qu'ils ne pouvaient plus assurer. Donc, quand on a parlé tout à l'heure de dire finalement, là-dedans, il faut remettre de l'humain, de l'homme, c'est en fait ce qu'ils ont fait, puisque ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont réfléchi à quelle méthode ils pouvaient mettre en place de façon à ce que tous les dispensaires puissent quand même bénéficier de cette
technologie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ont fait une transcription papier. Donc, grâce à l'analyse de l'IA, ils ont finalement après retranscrit sous forme de schéma. Ils ont repris du papier, ils ont pu distribuer tout ça dans tous les dispensaires, et depuis, ça fonctionne très bien. Et donc, je dis, là, on parle de l'intelligence Par contre, là, on parle de l'intelligence humaine, c'est comment ils ont détourné le truc pour pouvoir l'appliquer ailleurs. Et après, la question, je pose la question de le développement numérique et de votre collègue qui appelle, lui, au démantèlement J'en ai discuté avec un collègue qui m'en avait parlé la semaine dernière. Alors, oui, il me semble que ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour nous. La vraie question, c'est se dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on doit garder. Oui, c'est-à-dire qu'il pose la question du besoin, parce qu'on disait tout à l'heure, on développe des technologies, on développe pour le plaisir de développer, ou est-ce que c'est vraiment en réponse à des besoins, plutôt que d'en créer? C'est avant tout économique. Voilà. Clairement, il y a un business, quoi. C'est comme ça. Après, juste, peut-être je vais dévier par rapport à la question, mais le règlement européen est orienté sur la vente, en fait, sur la commercialisation de systèmes d'IA. Donc l'Europe finalement est partie de ce constat qui est la motivation là derrière, c'est économique. On va orienter ces textes finalement vers les solutions commercialisées. Voilà. Donc il y a quand même cet aspect-là. Et après, comment ça va se développer Alors, peut-être, un petit point, pas une petite morale de l'histoire, c'est quand même, on a appris quelque chose de complexe, et en le simplifiant, ça a pu quand même aider. Alors, c'est aussi une tendance qu'on retrouve dans l'IA dite verte. Alors, c'est des buzzwords, c'est des trucs, mais qui est finalement, si on veut, comment avoir des prédictions finalement de qualité similaire à ce qu'on a, avec une consommation qui est moindre. Donc quand je disais, c'est des questions qui commencent à se poser, on en est à là. On se dit, est-ce qu'il y a des gens qui bossent là-dessus? Bon, voilà. Je pense qu'après, je pense dans le fond, je suis très européen. Je pense que l'Europe est assez bienveillante en ce sens qu'on a des appels à projets pour monter des choses de recherche en lien avec des industriels qui vont dans ce sens-là. Il y a de l'argent qui va aller pour de la recherche dans cette direction. Voilà, il y a quand même cette chance qu'on a. Est-ce que ce sera bien fait ou pas, ça l'avenir le dira. C'est quand même des questions qui commencent à être posées et de l'argent est mis sur le tapis pour aller dans cette direction. Un truc rigolo quand même, c'est en stats, on a cet aspect finalement réduction de dimension. On aime travailler sur des choses compliquées et les simplifier. Ça va un peu dans cette direction. C'est essayer de comprendre pourquoi ces systèmes d'IA marchent, pourquoi une décision est prise. On a un peu un aspect explicabilité qui fait écho à expliquer pourquoi une décision est prise, sur quels critères. Les objectifs sont différents, mais techniquement, les questions sont les mêmes. Il y a de la recherche là-dessus. Voilà, c'est un peu une réponse un peu large. Je ne sais pas si tu veux compléter aussi. Je m'aperçois qu'on a oublié de vous demander, lorsque vous posez une question, ce serait de vous présenter rapidement, ou en tout cas donner votre nom et votre prénom. Moi, en tout cas, je m'appelle Jacques François, je suis trésorier de l'association, et j'aurais une question un peu basique à poser. Toutes ces données, notamment dont vous avez parlé tout à l'heure, d'où viennent-elles? Est-ce que ça a un rapport avec les cookies? Parce que je m'aperçois que moi, à chaque fois, on me demande si je veux donner les cookies. À chaque fois, je réponds non, parce que... mais je m'aperçois peut-être que je prive le système d'un certain nombre de données. Or, c'est important d'avoir un grand nombre de données. Alors, est-ce que ça a un rapport? Il y a un lien. Les cookies, c'est pour la pub. C'est vraiment de la pub. On peut dévier sur cette question. Mais donc oui, en tout cas, les données sont sur des serveurs. À la base, alors je faisais un petit cours, un exemple que j'avais, c'est à la base, c'est les supermarchés Walmart, le Carrefour, Leclerc aux États-Unis, qui avaient qui savaient, ces clients finalement, ceux qui achetaient du Coca-Cola achetaient aussi des chips, ceux qui achetaient des couches achetaient aussi ci, c'est de ça. C'est finalement un peu là qu'une certaine notion de pas juste faire des statistiques sur des études qu'on a commandées, mais finalement exploiter des données qu'on a en stock et en tirer quelque chose, c'est un peu de là que cette idée est née.
c'est on a des entrepôts de données, on récupère des données, et on se dit, mais tiens, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Typiquement là, pour mieux agencer les magasins, ce genre de choses, ou de la pub. Donc il y a vraiment ces questions qui sont, on va essayer de trouver des corrélations. Non, mais voilà. Voilà, mais ces idées sont nées de là. Après, il y a finalement, c'est vrai, j'ai sorti l'exemple d'Amazon, c'est à peu près la même idée. On collecte des données et finalement, on va les exploiter. Aujourd'hui, on va vraiment plus loin avec beaucoup de choses. Enfin voilà, les idées vont très loin. Voilà, donc il y a des gens qui vont collecter des données dans un but précis, mais en général, c'est des données qui sont collectées. Et voilà. Sur le smartphone, à peu près, je pense, je ne me trompe pas si je dis que 90% des gens dans cette salle donnent des données à Google, à tout. Enfin voilà. Et ces données existent. Voilà. Sur les cookies. Donc là, c'est les cookies, on les donne pas. C'est vraiment pour les gens qui vont faire de la pub. Google milite contre les cookies. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie des seuls au monde à avoir assez d'informations pour faire beaucoup d'apprentissage sans avoir besoin des cookies. Voilà, donc ils peuvent faire de la pub ciblée rien qu'avec leurs requêtes. Voilà. Donc c'est... Des fois, en fait, voilà, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Je ne sais pas. Mais des fois, finalement, on se dit peut-être que c'est mieux de donner des informations à des acteurs plus variés. Voilà, c'est des questions ouvertes. Je vais revenir maintenant, on a commencé à aborder l'IA par ses aspects positifs. Alors, je reviens sur le premier exemple. Donc c'est le domaine de la discrimination, c'est pas un biais, c'est vraiment la discrimination. Quelqu'un arrêté, le risque de récidive ou le risque, etc. Bon, vous avez présenté choses d'information. Bon, manifestement, l'outil est très discriminant. J'ai un autre chiffre qui m'aurait intéressé. Est-ce que sans outil, la personne qui prend la décision serait plus ou moins discriminante ? Parce qu'on ne peut pas envisager qu'on a un système, en utilisant des outils, etc., pour modérer un peu l'aspect discriminant des individus. C'est une question que je pose. Non, tout à fait, c'est une très bonne question. C'est toujours est-ce que si ça fait moins pire que l'humain, pourquoi pas l'utiliser ? Alors, déjà, c'est aussi tout à fait c'est une possibilité d'entraîner un système sur des décisions humaines pour essayer d'identifier s'il avait des biais au moment des décisions. Mais alors, est-ce que si c'est moins pire, etc., c'est très compliqué de déterminer des biais chez les humains, en effet, parce qu'on n'a pas accès du tout au raisonnement. Et on n'a souvent pas assez de données pour comprendre s'il joue pas. Il est clair que tout le monde est biaisé, les juges y compris. Après, selon les pays, ils sont formés pour essayer d'avoir des critères et ils doivent expliquer dans leur décision pourquoi ils ont pris la décision. Et il y a une possibilité de faire des recours, etc. Un danger que je vois, moi, utilisant un système par rapport à un humain, notamment en justice, c'est la transparence du raisonnement. Un système d'IA ne pourra pas être transparent et du coup il risque de camoufler derrière une complexité technique un problème en fait, qui est récurrent à tous les humains. Ça c'est la question de l'explicabilité et aujourd'hui on travaille dessus avec Laurent, c'est une grande question, c'est encore un défi d'arriver à faire expliquer au système pourquoi il prend la décision. Mais en attendant, en effet, c'est pas possible parce qu'une partie de la légitimité du juge, c'est aussi qu'il puisse justifier pourquoi il a fait ça. Et le fait qu'il est donc sans explication, c'est très compliqué de faire des recours, de s'opposer aux arguments, etc. Mais alors, c'est un domaine qui est très compliqué. Il faut expliquer pourquoi dans un système qui est souvent où le raisonnement n'est pas clair. Donc ça, je laisse Laurent répondre à ces problématiques, mais c'est des vraies questions. Désolé, tu m'as vu, je sautais. Non, en fait, voilà, il faut distinguer en fait discrimination de groupe et individuelle. C'est ce qui est ce que tu dis. C'est-à-dire, on peut avoir un outil qui statistiquement sera moins biaisé que le juge potentiellement, mais sur un cas particulier, va se planter complètement. Et ça, voilà, d'où l'explicabilité en fait. Il faut quand même cette notion d'explicabilité sur la discrimination individuelle et non statistique est essentielle, en fait. Il faut expliquer.
Bon, je me présente donc Gérard Salbalier, puisque ça a été demandé. Alors, cette deuxième partie m'a fait me poser plein de questions. Super. Donc, réussi. Première question, c'est pourquoi tant de haine à propos de l'IA? Il existe d'autres techniques de traitement de données. Est-ce qu'ils ont le pendant des régulations qui vont arriver en Europe? Ça peut faire autant de dégâts. Première réflexion. La deuxième, c'est est-ce que certains éditeurs de logiciels privés vont jouer carte sur table et vraiment dire qu'il y a de l'IA dans leur logiciel, en tout ou partie? Est-ce que ça va être sur un mode déclaratif, etc., etc. Puisqu'ils peuvent opposer, comme vous l'aviez, me semble, évoqué à un moment donné, le droit des affaires, etc. Et donc, protéger leur propriété intellectuelle, est-ce que c'est facile ou pas à faire? Alors, en effet, alors, pourquoi tant de haine sur l'IA? C'est compliqué, je n'ai pas la réponse de pourquoi l'Union européenne s'est empressée de faire des textes dessus. Il y a beaucoup de scandales médiatiques, donc ça fait beaucoup réagir. Les textes actuels n'étaient pas du tout efficaces contre ce genre de problématiques. Après, c'est un débat entre juristes de savoir si c'était utile ou pas d'avoir des nouveaux textes. L'idée, comme l'a dit Laurent, et je le répète, on est dans l'Union européenne, l'objectif est quand même économique. L'idée, c'était plus de poser des règles pour garantir aux gens qui investissent que leur système ne sera pas interdit du jour au lendemain, que protéger les gens. L'argument premier, c'est quand même, on veut sécuriser un marché pour favoriser l'innovation. Est-ce que les gens joueront carte sur table? Alors pour être très honnête, si je rentre dans le détail, la certification qui est imposée au système d'IA est basée sur de l'auto-certification. Voilà. Voilà, donc voilà. Ensuite, alors évidemment, ensuite, il y a des contrôles qui seront faits par des autorités qui surveilleront le marché, etc. Voilà, j'ai eu exactement la même réaction que vous, et d'ailleurs la plupart des chercheurs en droit ont la même réaction. C'est un gros problème. Mais évidemment, la justification, c'est le fait que, vu le nombre de systèmes qui vont sortir, ça demanderait un budget colossal en termes de ressources humaines, de ressources financières, pour les autorités de tout contrôler en amont, et ça nuirait trop à l'innovation, ça ralentirait trop. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas un objectif. Donc voilà, si je dois être très honnête et rentrer dans les détails du texte, il y a des lacunes quand même. Je me présente. Pardon, il y a une question derrière. Si vous voulez bien, on prendra la dernière question qui est la vôtre et on vous propose de partager autour d'une petite collation la suite et d'échanger et de pouvoir dialoguer de façon plus proche. D'accord. Donc, je suis Brigitte Béal. Alors, ma question est relative à la formation. Vous avez beaucoup parlé au début de formation, que ce soit sur le plan technique ou sur le droit, les droits qu'on aura et la législation. Je pense qu'effectivement, c'est absolument nécessaire. Mais par contre, comment vous voyez ça? Parce que, bon, présenter les nouvelles directives, ça, je pense que c'est encore faisable. Comment vous voulez sensibiliser les gens à être critiques, les jeunes? Comment voulez-vous les habituer à être capables d'exercer un jugement vis-à-vis de ces systèmes? Et comment former les formateurs? Ok, ça va être dur. Quel est le rôle de l'école? Alors, je me suis posé une question très similaire ces dernières 48 heures. Avant de venir ici, je me suis dit, si on nous pose une question de ce genre, qu'est-ce que je réponds? Alors, c'est pas évident. Avec un peu de recul, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il était très important chaque fois de citer les sources d'informations. Voilà. De se dire, ok, si on a une décision qui est... Enfin, sur ChatGPT en tout cas, si on pose une question et puis là on a une réponse. Quelque part, cette réponse a été prise sur un corpus de données énorme, on ne sait pas lesquelles. Après, j'ai l'impression qu'il faudra quand même dans certains cas dire... N'empêche qu'il y a une réponse, même si on dit que c'est un ordinateur qui l'a généré, c'est à partir de données, ça ne sort pas de nulle part. Mais pour moi, ce qui va manquer, c'est la source. D'où vient l'information? Donc si on doit former des jeunes,
quand ils vont faire leur rédaction, quand ils vont faire leur truc, tout ça. La question à poser, c'est d'où vient l'information? D'où vous l'avez? Et enfin, pour mon fils, là, le jour, je lui disais, il va bientôt faire ces trucs à la maison, là, tout ça. Et la question, c'est, mais d'où ça vient l'info? Ah, c'est ChatGPT qui me l'a dit. Ah, ben non. Alors, si à la limite, tu aurais pu dire Wikipédia, quoi. Enfin, mais au moins, voilà, de savoir d'où ça vient. Et peut-être après, au niveau de la formation, si sur des jeunes, peut-être mettre à défaut les outils, leur dire, poser la question, essayer de trouver des cas dans lesquels l'ordinateur sort des choses aberrantes, et après leur dire, mais ça, c'est idiot. Enfin, ah oui, alors peut-être pas comme ça, mais bon. En tout cas, dire, mais non, c'est faux. Enfin, je pense qu'il faut aller vers ça. En tout cas, montrer par l'exemple, mettre à défaut les outils, et quand on produit des écrits, toujours citer les sources. En tout cas, c'est mon avis au jour d'aujourd'hui. Pour continuer sur la formation, par exemple, des gens qui vont concevoir les systèmes et aussi qui vont les utiliser, je donne pas mal de cours de droit et d'éthique à des scientifiques, donc qui vont être amenés à concevoir ces systèmes. Je pense que moi, l'idée principale sur laquelle je m'accroche, c'est ça a beau être un système très complexe et très compliqué, c'est avant tout une création humaine. Donc ça partage les vices et donc il faut démystifier l'idée que c'est hyper compliqué mais aussi c'est hyper performant. C'est vous qui le créez, vous avez des responsabilités quand vous le faites. Il faut être conscient que vous faites des choix qui sont pas faciles et qui sont pas toujours justifiables juste par la science. Donc c'est l'idée de démystifier parce que c'était complexe, parce que c'est technique, c'est super efficace tout le temps. C'est un outil humain, il partage les vices humains comme les biais, il est obscur, etc. Donc vous devez vous poser la question en tant que citoyen. Ce que vous faites, être conscient sur vous-même, c'est très dur, parce que c'est des gens qui sont aussi formés à produire un outil qui est performant plus que éthique ou juridique. Donc ça demande une prise de recul sur leur propre discipline, c'est très dur. Mais de plus en plus à Toulouse notamment, des formations font des cours de droit, font des cours d'éthique aux futurs concepteurs de systèmes, pour leur faire prendre du recul et comprendre que parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites, pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons éthiques et juridiques. Et la difficulté qui est souvent là, c'est que ce travail-là n'est pas forcément fait du côté juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de techniciens qui viennent expliquer aux juristes comment ça marche, et souvent les techniciens sont tout seuls face à des décisions qui sont au-delà de leurs compétences juridiques, et il faudrait, ce qui se fait par exemple dans l'entreprise, des comités interdisciplinaires avec un technicien, un éthicien, un juriste, qui viennent discuter, qui viennent voir si le système est assez équilibré, etc. Mais souvent, les techniciens sont très seuls. Et donc, c'est normal que s'ils ne sont pas acculturés, ils aient du mal à prendre les décisions pertinentes, en fait. Mais ça demande de former les gens des deux côtés pour comprendre que, en fait, c'est pas de la magie noire. Hein. C'est aussi une décision humaine et c'est vous qui la prenez. Donc, il y a des conséquences et vos failles sont dans le système. Donc, c'est aussi démystifier cette idée-là que c'est de la magie, ça marche super bien. Non, à l'intérieur, vous faites des choix et il y a des failles. Comme dit Laurent, c'est pour de montrer les failles, pour montrer les limites de ce truc qu'on a tendance à idéaliser aussi. Une question en guise de conclusion. Est-ce qu'il est possible d'imaginer un processus d'intelligence artificielle qui permette de détecter l'usage de l'intelligence artificielle dans un processus ? Ouais. Dans Blade Runner, en fait, Harrison Ford, c'est un robot. C'est vrai. Bon, c'est une conclusion un peu. Je connais pas le film. Bon, voilà. En tout cas, c'est lui qui audite les robots. Et c'est un peu la chute du film, j'espère. Mais honnêtement... Ah, je vais faire le technicien, ouais, on pourrait. On pourrait apprendre... Oui, on peut. On mettrait en fait, on le fait déjà. Oui. Ouais, on le fait déjà. C'est pas sérieux. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est déjà un truc qui est fait pour entraîner un système. On prend un système qui détecte si l'image est créée par un IA ou si elle est naturelle. Et l'autre système génère l'image. S'il génère une image qui est identifiée par l'autre, il a perdu et l'autre a gagné.
et comme ça. Et le but, c'est que l'un s'améliore pour tromper l'autre, et que l'autre s'entraîne à détecter. Et c'est comme ça qu'on améliore les systèmes en les faisant en compétition l'un avec l'autre, en fait. Et du coup, donc c'est tout à fait faisable. Mais après, on rentre dans le jeu du chat et la souris. Comme les virus et les antivirus, chacun essaye de passer la détection, et la détection essaie de s'améliorer par rapport aux évolutions. C'est un truc qui se fait déjà justement pour améliorer. Par exemple, dans les échecs, les robots s'améliorent dans les jeux d'échecs parce qu'ils jouent l'un contre l'autre. Et ils peuvent jouer 10 millions de parties en quelques minutes. Et c'est comme ça qu'ils s'améliorent, en fait, en se battant l'un contre l'autre. Donc c'est déjà un truc qui est fait, en fait. Merci. Ok. Bon ben, merci. Et à vous. Voilà,